Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on passe au banc d'essai, la thématique de la disruption. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Quand on parle de disruption, on pense spontanément, évidemment, à Amazon, à Google, à Netflix, à Airbnb, à Uber. Qu'est-ce que toutes ces boîtes ont en commun, à part le fait d'être américaines ? Alors, disruption, c'est une thématique assez intéressante. On est dans l'émission Megatrend et la plupart du temps, quand on aborde la disruption et quand on aborde les autres thématiques, c'est des thématiques que l'on connaît bien. Vieillissement de la population, éducation, sécurité, c'est vieux comme le monde. Disruption, c'est un peu plus compliqué, on a du mal à cerner. Uber, la disruption, on a compris quoi. Voilà, mais ce qui est intéressant justement dans la définition, c'est qu'on a en commun des sociétés qui jouent plutôt la, je dirais, destruction créatrice digitale. Destruction parce que ces sociétés s'attaquent à des marchés, se sont attaquées à des anciens marchés et l'ont fait voler en éclats, donc il y a une notion de rupture, en fait, de fracture. Créatrice parce qu'elle recrée un écosystème digital grâce au digital. Ce sont des plateformes, donc ubérisation, amazonisation, plateformisation, tout ça, donc ça donne en fait des entreprises qui ont utilisé le digital pour faire sauter un ancien marché, pour prendre en fait, capturer, la plupart du temps avec une notion de B2C, c'est-à-dire de contact direct avec l'investisseur, avec le consommateur. Et donc, on a assez rapidement, en fait, utilisé ces mots ubérisation, amazonisation, justement en se disant c'est un peu nouveau, c'est une définition pour illustrer la disruption. Ça serait réducteur de résumer la disruption à ces quatre-là, Uber, Amazon, Airbnb ou Netflix ? Oui, c'est assez réducteur. Parce Pourtant, qu'en fait, encore une fois, c'est l'image qu'on a spontanément. Oui, ce n'est pas que les réseaux sociaux, c'est un peu plus large, bien évidemment, que le digital. Ce n'est pas que le digital. On a des disruptions dans tous les secteurs aujourd'hui. Donc, on parle souvent d'ubérisation de tel ou tel secteur. J'ai en tête, par exemple, l'exemple de la santé. Et vous avez vu Sanofi, les vaccins sortir. Et vous avez un disrupteur qui s'appelle Moderna, qui a fait plus 300% depuis le début de l'année, qui a une capitalisation boursière de 150 milliards, là où Sanofi est resté bloqué à 100 milliards. On aurait pu citer des disruptions dans l'image, la photographie, les médias. Vous avez cité Netflix dans le cinéma, Airbnb dans l'hôtellerie. Donc il y a tout, aujourd'hui, de manière transversale, tous les secteurs qui sont disruptés. Et l'élément intéressant, je pense que c'est détecter aussi les nouveaux disrupteurs. Comment est-ce qu'on fait pour détecter, alors pour le coup c'est la question à $1 million, comment est-ce qu'on fait pour détecter les prochains disrupteurs ? C'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez investir dans la disruption, c'est beaucoup autour du digital, de la technologie, il y a une dimension très importante, c'est beaucoup États-Unis, c'est beaucoup GAFAM, grands acteurs, parce que ces pionniers de la disruption, aujourd'hui, pèsent en bourse, enfin, représentent les mastodontes. Apple, c'est 2500 milliards de capitalisation et c'est pratiquement plus 1000% de performance sur 10 ans. Google, c'est 1000% de performance sur 10 ans. Microsoft, c'est 1000% de performance sur 10 ans. C'est le passé. Et ça, c'est le passé. Et ce qui est intéressant, ce sont les nouveaux GAFAM. Et alors ? Voir comment on peut identifier... Qui, lesquels, où ? Alors, donc, il y a une approche, justement, small et mid cap, et identifier ces nouveaux disrupteurs à travers des fonds d'investissement, puisque l'industrie de la gestion s'est emparée de ce thème. On a aujourd'hui une bonne vingtaine mais il y a même 34 fonds disruption. Il y en a la moitié qui n'existaient pas commercialisés en France. Il y en a la moitié qui n'existaient pas il y a 3 ans. Donc, ce sont des fonds relativement nouveaux qui, justement, essayent de jouer cette carte transversale, mondiale, mais aussi qui essayent de détecter, c'est ça qui est intéressant. Donc il y en a qui vont uniquement se positionner sur des GAFAM, beaucoup d'ETF et de fonds indiciels qui font que répliquer des grands indices, et d'autres qui essayent de creuser un petit peu pour essayer de détecter ces nouvelles pépites. C'est une thématique qui est en fort développement. En France, c'est pas seulement la collecte suit. Est-ce que les collectes et performances suivent ? Oui, alors on a clairement des performances au-dessus de la moyenne sur les dernières années pour une thématique disruption. On a, pour vous donner une idée, sur les 3 dernières années, une performance de 54% pour la catégorie, là où la catégorie Action Monde fait 40%, donc 14% de mieux sur 3 ans, et l'indice MSCI World fait 46%. Donc on a clairement une thématique qui a clairement un côté un peu tech,
et qui, je le disais, américain, et qui du coup a eu l'occasion de surperformer. Donc c'est un petit peu aussi son talon d'Achille, mais il faut savoir que quand on investit dans des fonds de disruption, on investit dans ce biais digital. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser les fonds pour regarder la composition des portefeuilles, le biais utilisé par les gérants pour essayer de composer quelque chose de plus diversifié. Sinon, on arrive à un fonds monosecteur, sectoriel tech, donc on est sur un secteur monomaniaque, ce qui est pas le but du jeu d'un fonds méga trend. Et d'autre part, on est monomaniaque sur les États-Unis. On a certains fonds qui investissent jusqu'à 90% uniquement sur les États-Unis, 90% sur la tech. Nous, la définition chez Cantalis, c'est justement d'avoir quelque chose de plus diversifié et moins sectoriel, j'allais dire. Quels sont les fonds les mieux notés aujourd'hui parmi ceux qui sont commercialisés, qui ont les meilleures notes chez Cantalis? 5 étoiles. Voilà, les 3 meilleurs fonds, j'en ai retenu 3. Lazard World Innovation, qui est un fonds qui fait plus 21% depuis le début de l'année. C'est un fonds qui fait 133 millions, qui est 5 étoiles, vous l'avez dit. Il investit, là pour le coup, dans les grandes valeurs très GAFAM, hein, puisque dans les top 10 holdings, dans les grandes valeurs, j'ai du Google, du Microsoft, du Amazon, du Salesforce et du Visa. Le deuxième, c'est BNP Disruptive Technology. C'est un fonds qui est 4 étoiles, qui fait 23% depuis le début de l'année, qui fait 3,5 milliards d'euros d'actifs gérés. Là encore, on retrouve vraiment des grandes valeurs, Apple, Microsoft, Google, ASML ou Visa. Là encore, si vous devez choisir un fonds, prenez-en qu'un, prenez pas les deux, puisqu'on voit qu'ils sont assez proches en termes de positionnement. Et le troisième que j'ai retenu, c'est un fonds 5 étoiles, CPR, géré par CPR Asset Management. C'est CPR Invest Global Disruption. Il est 5 étoiles, il fait 6 milliards d'euros d'encours. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est plutôt sur un biais petite et moyenne valeur. Enfin, dans les top holdings, j'ai noté Palo Alto, Marvell, JD.com, ST Microelectronics, et PayPal. Donc, c'est un petit peu diversifiant par rapport aux grands GAFAM. Et bien justement, on va passer maintenant au crible ce fonds avec son gérant. C'est parti. Et ce gérant, c'est Wesley Lebeau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous gérez le fonds CPR Global Disruptive Opportunities. Quand on disait qu'on voyait souvent, notamment dans les fonds concurrents, sur ces fonds de disruption, est-ce qu'on est obligé d'avoir de l'Amazon, du Google, de l'Apple? Preuve en est que non. Il y a une vie en dehors de ça. Nous, on a choisi vraiment d'avoir une approche et de privilégier les valeurs plutôt petites et de moyenne capitalisation. Se différencier également par rapport aux grandes valeurs qu'on connaît tous aujourd'hui, parce qu'on a vraiment cet objectif, cette philosophie de trouver la disruption de demain, d'être un peu plus tôt dans le cycle d'innovation. Être sur ces GAFA, c'est trop tard aujourd'hui pour vous? C'est pas trop tard, hein. Je pense qu'on le voit, ces valeurs continuent à surperformer, elles continuent à très bien performer, on voit une accélération de leur chiffre d'affaires, mais c'est la façon dont on appréhende la disruption. Pour nous, on veut être investi dans tout le cycle, d'avoir des sociétés un peu plus matures, avec des pénétrations et des taux d'adoption un peu plus importants par rapport à des secteurs et des valeurs, des thèmes qui sont beaucoup plus tôt dans ce cycle, et on s'inscrit au début de cette forte vague d'adoption. On parlait de Moderna. Est-ce que vous, Moderna, vous y étiez dès l'introduction, dès le début? Alors, dans le fond, on a fait l'introduction de Moderna, on a fait l'introduction de BioNTech, et on avait très tôt identifié l'aspect disruption que pouvait apporter l'ARN messager. Ouais. Et donc là, vous êtes totalement dans la philosophie du fonds avec ces deux valeurs-là. Voilà, on ne s'attendait pas effectivement qu'avec la pandémie, on assiste à cette accélération des différentes plateformes, des différentes technologies. Zoom, par exemple, Zoom, vous y étiez? Vous en aviez en portefeuille du Zoom? On avait du Zoom en portefeuille. On avait également fait l'introduction de Zoom en avril. C'est la culbute, là. Voilà, ça a très bien performé. Ce qui montre que dans notre approche, on arrive quand même à très bien identifier les thèmes et les valeurs sur lesquelles qui vont contribuer à la croissance. Lesquels vous avez aujourd'hui en portefeuille, qui sont peut-être justement les futurs grands disrupteurs, les paris forts que vous faites aujourd'hui, qui sont peut-être des valeurs qu'on ne connaît pas pour l'instant, évidemment? Alors, si on regarde dans le portefeuille, aujourd'hui, on est investi dans 4 dimensions. Et on va essayer de privilégier certaines valeurs sur certains thèmes qui vont bénéficier de cette adoption, parce que la disruption, ce n'est pas juste de la tech. Voilà, ça touche l'industrie, ça touche la santé. Voilà, pour nous, c'est quelque chose de relativement large, et on veut toucher tout le spectre de la disruption. Donc, on va retrouver des valeurs qui sont classées dans le secteur industriel autour de l'automatisation, de la robotique. On va avoir des valeurs
autour du véhicule électrique, du véhicule autonome. Dans le secteur digital, on va être fortement exposé au cycle de CAPEX, d'investissement autour de la 5G, du big data, de la cybersécurité. Et on va également regarder toute la chaîne de valeur et se dire finalement, on assiste à l'émergence du e-commerce, on va être également investi dans des immeubles qui vont fournir des centres pour l'e-commerce, sur la distribution. Donc on va vraiment analyser toute la chaîne de valeur. Ce sont des disrupteurs, ces acteurs-là? Ils sont positionnés sur des nouveaux marchés? Ils sont des disrupteurs parce qu'ils transforment un marché existant ou ils créent un marché de zéro. Donc nous, dans notre philosophie d'investissement, on va aller chercher ces valeurs. Voilà, une innovation de rupture qui va transformer ou créer un nouveau marché. On est sur des valeurs qui... Parce que Jean-François, il a envie de dire quelque chose là. Non, je disais destruction créatrice digitale, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est pas juste détruire, attaquer un marché, c'est aussi créer un nouvel écosystème. C'est créer une nouvelle industrie, c'est mieux répondre aux attentes du consommateur, mieux répondre aux challenges dans l'environnement dans lequel on vit. Et finalement, ces sociétés disruptives, elles vont croître, elles vont accélérer finalement la pénétration qu'elles ont dans un marché parce que voilà, il y a de nouveaux débouchés et j'en entends des valeurs, pardon. C'est quoi les 5 premières lignes? Vous les avez en portefeuille? Alors moi j'avais noté, c'est pas forcément les 5 premières lignes aujourd'hui, mais j'ai noté Palo Alto, Marvell, JD.com donc sur la Chine, ST Micro et PayPal. Ça a peut-être changé récemment, mais on reste dans les grosses convictions qu'on a dans le portefeuille. Et si on regarde sur ces valeurs, on aura Marvell Technologies, par exemple, qui est très bien exposé au cycle de pénétration de la 5G, du CAPEX, investissement qu'on observe sur le cloud, sur le data center. Palo Alto, qui est un acteur extrêmement important de la cybersécurité. Parce que Marvell, c'est vrai que Marvell, disruption, ça ne me paraît pas évident de prime abord, non? Marvel Tech. Oui, c'est Marvel Technologies. Il ne s'agit pas des studios de Disney. Ah oui, d'accord, ok, voilà, donc c'est vraiment pour le fournisseur de silicone. Oui, d'accord, pardon, c'est pas Marvel les studios. Pardon, c'est Marvel quoi alors? Marvel Technologies. Et est-ce que... il fait le malin. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de l'exposition géographique du fonds? Oui. Parce qu'il y a un débat autour de la Chine. J'ai vu JD.com dans les tops. Attends, juste te coupe. Donc Marvel, c'est quoi? Pardon, juste Marvel que je comprenne. C'est un fournisseur de silicone. Oui, c'est ce qu'on voit derrière dans les images, d'accord. Okay. Ah, d'accord, ok, pardon. Vas-y, Jean-François. Très loin des super-héros. Oui. Héros du quotidien. Exactement. Non, l'exposition en Chine et l'exposition géographique d'une manière générale, parce qu'avec David, on revient souvent sur les États-Unis, l'Europe, la carte de l'Europe et de la Chine. Alors, si on regarde l'exposition géographique du fonds, on est relativement proche de l'exposition géographique du MSCI World, avec une surpondération sur l'Amérique du Nord, autour de 70-75% d'exposition dans le fonds. On a une surexposition également aux pays émergents, donc pas uniquement à la Chine, on va avoir des expositions à Singapour, à Hong Kong, également en Amérique latine. Et c'est vrai que l'exposition Chine, c'est une exposition extrêmement importante chez nous, mais on a tendance à privilégier les expositions à l'accélération, à la pénétration de la technologie industrielle, donc autour de la clean tech, du véhicule électrique, des fournisseurs de batteries, par exemple, plus que des sociétés de consumer tech qu'on peut avoir en tête, comme du Alibaba, du Tencent, etc. Votre fonds finit là-dessus, il surperforme. Encore une fois, on dit qu'il y a beaucoup de concurrence. De plus en plus, le vôtre est assez précurseur pionnier, puisqu'il a été lancé il y a 5 ans. Pratiquement 5 ans, 5 milliards, c'est ça? Voilà, c'est ça. 5 ans, 6 milliards. 6 milliards d'encours. Les encours, c'est le poids, encore une fois, du fonds. Les performances sur 5 ans? Alors, les performances sur 5 ans sont très bonnes, sur 4 ans, sur 3 ans, sur 2 ans. On a des performances un petit peu plus contrastées depuis le début de l'année. Dans cette rotation de marché qu'on a observée, surtout sur le premier trimestre de l'année. Et depuis le mois de mars, on a une performance qui est en ligne avec le MSCI World. J'ai une question sur le poids du fonds. Est-ce que ça aide d'avoir 6 milliards, des ressources pour se payer de l'analyse, pour l'accès aux entreprises, pour détecter les nouveaux disrupteurs?
Alors, la taille du fonds, effectivement, ça nous aide pour accéder au management des sociétés. Également, les sociétés qu'on a en portefeuille, parce qu'on se retrouve avec une exposition assez importante dans ces sociétés. Et globalement, si on regarde le process d'investissement qu'on a, on a mis en place depuis le début un écosystème autour de 3 axes. Le premier, ça va être l'équipe de gestion chez CPR. On est aujourd'hui 12 gérants thématiques avec des spécialités sur certains secteurs. Vous avez mentionné Moderna, par exemple. Moderna, ça a été présenté par notre analyste qui suit le secteur de la santé aujourd'hui dans le fonds, il y a un peu plus de 5 ans. On a après, comme deuxième axe de travail, c'est de pouvoir utiliser le réseau d'analystes buy-side à Moody. On a un réseau qui est quand même bien implanté localement en Europe, au Japon, aux États-Unis. Et le troisième axe de travail, ça va être d'utiliser des ressources d'experts, de voyager, de rencontrer ces sociétés, de participer aux différentes conférences. Et finalement, c'est vraiment cet écosystème et l'interaction qu'on a entre nous qui nous permet d'être toujours à jour sur les grandes tendances, et de détecter les signaux faibles et surtout les signaux forts et les futurs disrupteurs. C'est ça l'objectif. Merci à tous les deux, Jean-François Bay et Wesley Legault. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Megatrend, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient dans 15 jours sur Boursorama.